Bogadel 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. 399e jour du génocide de l'entité sioniste contre la bande de Gaza. Le bilan des victimes s'alourdit à 43 508 martyrs et 102 684 blessés. Alors que l'ONU dévoile un rapport terrifiant, 70% des victimes des forces d'occupation sont des femmes et des enfants. De l'autre côté de la frontière, le bilan des victimes de l'agression sioniste sur le Liban s'élève à 3 103 martyrs et 13 856 blessés. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf s'entretient avec son homologue russe Sergueï Lavrov à Sotchi en marge de sa participation aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie. Décès de la légende du football algérien et symbole de la lutte pour l'indépendance, Rachid Makhloufi. Le président algérien Abdelmajid Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt et à la famille du sport algérien. Et enfin, crise politique en Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz, sous pression de l'opposition et des milieux économiques, se dit ouvert à des discussions sur la date d'élection anticipée. On en parlera avec notre invité du 19h, Manuel Bouchelet. Bonsoir à tous. Situation toujours apocalyptique à Gaza en ce 399e jour depuis le début de l'agression génocidaire sioniste sur la bande. Le bilan s'est élevé ce vendredi à 43 508 martyrs et 102 684 blessés, dont une majorité, je vous le rappelle, sont des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les forces d'occupation ont commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant au moins 39 morts et 123 blessés. Des corps par dizaines de Palestiniens enveloppés dans un tissu blanc. Voici le lot quotidien des Palestiniens de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Ce vendredi matin, ils étaient des centaines à se réunir pour faire leurs adieux à leurs proches tués dans un nouveau raid d'agression sioniste sur la ville de Khan Younes, au sud de l'enclave. Dépités et désespérés, beaucoup contemplent les cadavres en attendant leur tour. Ils ont tué des enfants. Quelle est leur faute? Pourquoi sont-ils en lambeaux? Assez au monde, assez de famine et de tueries. Pendant que les gens dorment, ils démolissent les maisons au-dessus de nous. Où irons-nous? Je vous en prie, monde, ayez pitié de nous. Et tandis que certains pleurent leurs proches au sud, d'autres le font au nord. Plusieurs Palestiniens se sont rassemblés à l'hôpital Al-Ahli pour rendre un dernier hommage aux membres de leur famille tombés en martyrs dans des bombardements de l'aviation sioniste ayant ciblé le quartier d'Ad-Darraj. La famille Hamada dans le quartier d'Al-Darraj a été visée par 3 missiles. Toute la famille a été rayée de l'état civil. La mère et ses enfants ont tous été tués. Le père est désormais le seul membre de la famille. Toutes les zones de la bande de Gaza sont exposées à ces massacres et à ce génocide qui ne peuvent être compris par la raison ou la logique. C'est pourquoi cette guerre sanglante contre les enfants, les femmes et les innocents doit prendre fin. Et on reste dans le nord de Gaza, sous blocus depuis 35 jours et où l'on parle d'au moins 1500 Palestiniens tombés en martyrs dans le cadre d'une opération génocidaire sioniste de très haute intensité dans la région. Selon le ministère palestinien de la Santé, les forces d'occupation continuent de commettre des massacres et de cibler des écoles, des centres d'hébergement et des hôpitaux quotidiennement.
Tous les habitants de Gaza courent un risque de mort imminent. C'est ce qu'a annoncé le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Selon l'OCHA, depuis le début de leur opération génocidaire dans le nord de Gaza, les forces d'occupation n'autorisent pas l'entrée de nourriture et d'eau, privant toute la population des denrées essentielles à leur survie. Et puis, je vous le disais en titre, un nouveau rapport de l'ONU sur la situation catastrophique à Gaza dévoile de nouveaux chiffres accablants. Le commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, Volker Turk, parle d'une réalité terrifiante pour les Palestiniens de l'enclave. Les détails, Asma Laïd. Dans un nouveau rapport accablant, l'antisémitisme publié ce vendredi, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a décrit la terrible réalité que vivent les Palestiniens de Gaza. Il s'agit d'un rapport de 32 pages qui couvre la période de 6 mois allant de novembre 2023 à avril 2024. Mon bureau publie aujourd'hui un rapport détaillant l'horrible réalité qui s'est déroulée pour les habitants d'Israël et de Gaza depuis le 7 octobre. J'ai mis en garde à plusieurs reprises contre le risque de voir des crimes atroces être commis. La justice doit être rendue pour ces graves violations du droit international. Toujours selon le rapport, la poursuite de ces attaques qui tuent de manière uniforme la population démontre une apparente indifférence à la mort de civils et à l'impact des moyens et méthodes de guerre choisis. Les règles de la guerre, en vigueur depuis 160 ans, ont été conçues pour limiter et prévenir la souffrance humaine en temps de conflit armé. Il semble inconcevable que les parties au conflit refusent d'appliquer des normes universellement acceptées et contraignantes, élaborées pour préserver le strict minimum d'humanité. Le rapport soulève des inquiétudes quant aux actions des forces de défense israéliennes en ce qui concerne les transferts forcés, les attaques contre les hôpitaux, apparemment de manière systématique, et les journalistes. Attacks on hospitals in apparent systematic fashion and journalists. Volker Turk a condamné la violation systématique des principes fondamentaux du droit international humanitaire. It also points to the reported use of white phosphorus munitions. Le rapport signale également l'utilisation de munitions de phosphore blanc. La Cour internationale de justice, dans sa série d'ordonnances sur les mesures conservatoires, a souligné les obligations internationales d'Israël en matière de prévention, de protection et de répression des actes de génocide et des comportements prohibés qui y sont associés. Pour rappel, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur génocide contre la bande de Gaza depuis plus d'une année par voie terrestre, maritime et aérienne, faisant 43 508 martyrs et plus de 100 000 blessés, dont la majorité sont des enfants et des femmes. La bande de Gaza est témoin de souffrances continues liées à la faim, à la propagation de maladies, d'épidémies et de déplacements et de populations, un des déplacements les plus massifs de l'histoire contemporaine. Et puis ce chiffre du jour, près de 70% des victimes du génocide sioniste à Gaza étaient bel et bien des femmes et des enfants selon l'ONU. Face à cette révélation glaçante, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné la violation systématique des principes fondamentaux du droit international humanitaire. Dans son rapport, le Bureau a stipulé que les décès les plus fréquemment constatés concernent des enfants âgés de 5 à 9 ans, de 10 à 14 ans et des bébés de 0 à 4 ans, la victime la plus jeune étant un nouveau-né de seulement 1 jour. Nous avons vérifié les détails personnels des personnes tuées à Gaza par les frappes, les bombardements et autres formes d'hostilité. À ce jour, près de 70% des victimes sont des enfants et des femmes, ce qui témoigne d'une violation systématique des principes fondamentaux du droit humanitaire international, notamment la distinction et la proportionnalité. Gaza, autrefois une très belle ville côtière, n'est plus aujourd'hui que ruines et poussières. Des images partagées par l'UNRWA démontrent l'ampleur des dégâts causés par les bombardements sionistes quotidiens, alors que 90% des infrastructures de l'enclave ont été détruites.
Restez avec nous, les développements au Liban, c'est juste après ce jingle. De l'autre côté donc de la frontière, le ministère libanais de la Santé a indiqué que le bilan des victimes de l'agression sioniste menée contre le pays depuis octobre 2023 s'est élevé à 3 103 martyrs et 13 856 blessés, dont 52 nouveaux Libanais tombés en martyrs ces dernières 48 heures. Nouvelles attaques sionistes contre la FINUL. Le Liban a condamné jeudi le bombardement sioniste de la ville de Saïda au sud du pays qui a entraîné la mort de 3 civils et blessé plusieurs soldats de l'armée et de la force intérimaire des Nations Unies, considérant cette énième attaque comme un crime de guerre. Et un secouriste libanais est tombé en martyr ce vendredi lors d'un raid sioniste visant un centre de santé sur la route de Ras Al Ain Naqoura, dans le sud du pays, portant le nombre total de victimes de l'agression contre le secteur de la santé à 179 morts depuis octobre 2023. Et l'actualité en Afrique, c'est tout de suite. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a eu ce vendredi des entretiens bilatéraux avec son homologue russe, Sergueï Lavrov, et ce à l'entame de sa visite officielle à Sotchi, en Russie, où il devra participer aux travaux de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Afrique-Russie. La rencontre a permis d'évoquer l'état et les perspectives des relations de partenariat stratégique entre Alger et Moscou dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des conclusions de la visite d'État effectuée par le président Abdelmajid Tebboune en Russie en juin 2023. Les hôpitaux publics à travers le Maroc étaient plongés dès jeudi dans une paralysie totale alors que les syndicats du secteur de la santé expriment leur mécontentement face au non-respect des engagements du gouvernement. Ce mouvement de grève, qui risque de s'intensifier, reflète une colère grandissante contre l'inaction de l'exécutif vis-à-vis des revendications des professionnels de santé qui accusent le gouvernement de faire fi des accords précédemment signés et de piétiner leurs droits dans le projet de loi de finances pour 2025. Le nouveau président du Botswana, l'homme politique Duma Boko, a prêté serment ce vendredi à Gaborone, capitale du pays, lors d'une cérémonie devant des milliers de ses compatriotes. Pour rappel, la victoire électorale écrasante de Duma Boko a marqué la fin d'un règne de près de 60 ans du parti au pouvoir. Moi, Duma Gideon Boko, jure de m'acquitter fidèlement et avec diligence de mes devoirs et de remplir mes fonctions dans la haute fonction de la République, de président de la République du Botswana. Faites-en partie, reconnaissez le rôle que vous avez joué et que vous continuez à jouer dans son déroulement. Tenez-vous main dans la main, épaule contre épaule, en cette heure de grande bénédiction. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance que je me tiens devant vous aujourd'hui, incarnation vivante de votre profonde, véritable détermination. The living embodiment of your deep and true resolve. Et ce drame en Libye, le centre de médecine d'urgence et de soutien du gouvernement d'unité nationale libyen a annoncé ce vendredi le décès de 7 travailleurs étrangers suite à l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans le quartier de Janzour, à l'ouest de la capitale Tripoli. Un bilan qui pourrait être revu à la hausse dans les heures qui viennent.
Une triste nouvelle frappe la communauté sportive algérienne avec la disparition de la légende du football et symbole de la lutte pour l'indépendance, Rachid Merloufi, décédé ce vendredi à l'âge de 88 ans. Le défunt a commencé sa carrière en Algérie avant de rejoindre l'AS Saint-Étienne en 1954, où il s'est rapidement imposé comme un attaquant hors pair. 3 ans plus tard, il devient champion de France avec les Stéphanois. Toutefois, son parcours prend un tournant en 1958, en pleine guerre d'Algérie. Il quitte soudainement la France, accompagné de plusieurs joueurs algériens pour rejoindre l'équipe du Front de Libération Nationale, le FLN, créé pour promouvoir la cause de l'indépendance algérienne sur les terrains du monde entier. Et suite à cette nouvelle, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a adressé ce vendredi un message de condoléances à la famille du défunt et à la famille du football algérien. Dans le reste de l'actualité, le président élu américain Donald Trump a nommé jeudi Susie Wiles, architecte de sa campagne, au poste de directeur de cabinet de la Maison-Blanche. À l'âge de 67 ans, elle sera la première femme à occuper ce poste. Et direction l'Espagne qui continue de vivre les inondations les plus meurtrières depuis une génération. De fortes pluies qui ont provoqué la crue d'une rivière dans la ville catalane de Cadaqués ont emporté jeudi soir une trentaine de voitures, les laissant entassées sous un pont sans causer de dégâts humains ou matériels selon les pompiers. Hola. Et puis on vous emmène à Budapest en Hongrie où s'est déroulé ce vendredi un sommet des dirigeants européens. L'occasion pour la première ministre italienne Giorgia Meloni de déclarer que l'Europe doit trouver son équilibre et doit défendre sa compétitivité. Il me semble que l'Europe doit trouver un équilibre et faire le point sur elle-même, car on dirait que nous découvrons aujourd'hui certains débats. Je pense à la question de la compétitivité, je pense à celle des tarifs. Cependant, je rappelle que le débat sur la compétitivité européenne a commencé il y a plusieurs mois et a pris de l'ampleur après l'Inflation Reduction Act, c'est-à-dire le plan massif d'aide d'État mis en place par l'administration Biden pour protéger l'économie américaine, ce qui risquait de créer un déséquilibre avec l'attractivité européenne. Un navire de la marine italienne transportant 8 migrants expulsés de Rome est arrivé ce vendredi matin au centre de traitement des demandes d'asile situé dans la ville albanaise de Shëngjin. Ce transfert marque le 2e déplacement de migrants de l'Italie vers l'Albanie dans le cadre d'un programme où le pays s'engage à accueillir des milliers de demandeurs d'asile pendant que Rome examine leur dossier. Je vous le disais donc il y a un petit instant, les dirigeants européens se sont réunis ce vendredi lors d'une table ronde à Budapest en Hongrie avec en toile de fond l'avenir incertain des relations entre l'Union européenne et les États-Unis sous une 2e présidence de Donald Trump. Et crise politique en Allemagne, le chancelier allemand Olaf Scholz, sous pression de l'opposition et des milieux économiques, se dit ouvert à des discussions sur la date d'élection anticipée. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Face à la pression croissante, le chancelier allemand Olaf Scholz s'est déclaré ouvert vendredi à des discussions pour accélérer la tenue d'élections anticipées en Allemagne après la chute de sa coalition gouvernementale. La date des élections n'est pas une date à fixer de manière purement politique.
Elle doit également répondre aux exigences de l'échelle électorale fédérale afin de tenir compte d'un temps suffisant pour l'organisation d'une élection équitable et démocratique. C'est la première fois qu'il s'exprime sur le sujet depuis le coup de tonnerre de mercredi soir, quand il a annoncé le limogeage du ministre des Finances libéral Christian Lindner, et ce, en raison de profonds désaccords sur la politique économique, ainsi que son intention de soumettre à un vote de confiance des députés le 15 janvier. Le chancelier allemand a par ailleurs déclaré que l'Allemagne n'était pas la seule à traverser une période difficile politiquement, rappelant que plusieurs pays européens vivaient une situation similaire. Vous savez que cela devient de plus en plus difficile, pas seulement en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays. Certains connaissent cette situation depuis des décennies, d'autres ont acquis de nouvelles expériences. Certains sont maintenant en train de négocier une coalition. Selon un sondage publié vendredi, les 2/3 des Allemands aspirent à de nouvelles élections sans délai. À l'occasion du sommet européen de Budapest, le chancelier a dit sentir beaucoup de solidarité de la part de ses pairs européens. La crise politique en Allemagne, on en parle justement avec notre invité du 19h. Nous ce soir, Manuel Pouchelet, expert en questions géopolitiques. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors Manuel Pouchelet, l'alliance au pouvoir en Allemagne entre sociodémocrates, verts et libéraux vient d'éclater, laissant le chancelier Olaf Scholz en minorité. C'est une rupture qui se cristallise également autour d'importantes divergences budgétaires pour 2025, n'est-ce pas ? Oui, actuellement, si vous voulez, l'Allemagne connaît une crise économique sans précédent dans la mesure où elle n'a pas anticipé, si vous voulez, les changements économiques d'envergure qu'elle avait prévus déjà sous l'ère de Madame Merkel. Et puis, Monsieur Scholz hérite aussi, le chancelier allemand, de lourds dossiers où, si vous voulez, les relations internationales, tant en Europe qu'avec les autres pays, sont aussi sujettes à tergiversation. Le premier partenaire économique, si vous voulez, de l'Allemagne, qui est la Chine, est malheureusement en difficulté économique en ce moment, et forcément l'industrie allemande en pâtit. Donc, si vous voulez, cette coalition qui déjà, dès le début, avait connu quelques signes de faiblesse, aujourd'hui se confirme face à une inflation qui est galopante, et puis aussi à une sorte de mouvement de contestation en Allemagne, où, si vous voulez, vous avez une montée très inquiétante de l'AfD, donc qui est l'extrême droite dans ce pays aussi. Est-ce que vous pensez justement que l'AfD pourrait exploiter cette crise pour monter en puissance ? Elle l'exploite déjà, elle est déjà très forte. Vous savez qu'il y a énormément de députés au Bundestag à Berlin. C'est un parti qui est très structuré, qui reprend à l'image de ses homologues européens d'extrême droite une parfaite connaissance des dossiers, notamment économiques, et aussi un refus et même un rejet complet de la politique qui est menée par le chancelier Scholz. Mais vous savez, l'Allemagne est un État fédéral, ce qui ne veut pas dire que ce qui est valable en Bavière, en Bade-Württemberg, en Rhénanie-Palatinat ou même en Saxe, l'est sur tout le territoire allemand. Donc l'inquiétante montée de l'AfD, oui, est une des réponses, mais vous savez, j'ai un peu l'impression que l'histoire de l'Allemagne se répète et me fait penser aux heures les plus noires de ce pays dans les années 30 en tout cas. Manuel Pouchelet, vous nous avez évoqué les raisons économiques. Est-ce que vous pouvez nous exposer les raisons politiques à présent de l'implosion de cette coalition, en particulier sur fond de guerre en Ukraine et de crise au Moyen-Orient ? Alors, la guerre en Ukraine, si vous voulez, a un impact non négligeable dans la politique allemande, dans la mesure où vous savez qu'en Ukraine, il y avait des minorités allemandes, mais ça, ce sont des liens historiques. Ensuite, l'Allemagne, dans les années 90, notamment avec Madame Merkel et puis même ses prédécesseurs, avait des liens très étroits avec l'administration russe et Vladimir Poutine, puisqu'il y avait le projet Nord Stream qui était l'approvisionnement en gaz du pays. Et puis, avec le début de la guerre en Ukraine, cet ouvrage a été saboté. En ce qui concerne en ce qui concerne, si vous voulez, la crise politique allemande, elle est multiple. Pourquoi ? Parce que M. Scholz a voulu donner des portefeuilles ministériels à des partis qui cohabitent, et je parle bien d'une cohabitation, et je pense qu'aujourd'hui, on a épuisé ces capacités de cohabitation entre les différentes tendances que vous m'avez évoquées, et vous savez aussi que ces derniers temps, les questions écologie se sont très nombreuses fois invitées dans le débat et ne font pas l'unanimité. Je pense que malheureusement, le chancelier Scholz assiste quasiment impuissant à une explosion de ce qu'il avait créé il y a encore quelques mois, au début de son mandat en tout cas.
Mais est-ce qu'on peut faire, selon vous, une corrélation avec l'élection de Donald Trump, qui est de retour à la Maison-Blanche? De toute façon, vous savez, l'élection de Donald Trump va perturber les équilibres européens, puisque je vous rappelle que l'Allemagne, déjà du temps de Mme Merkel avait fait un stop à Donald Trump, et aujourd'hui, il n'y a pas plus tard que 48 heures, M. Scholz s'était félicité de cette élection, du retour de Donald Trump au pouvoir. Oui, de toute façon, l'équilibre des relations entre l'Union européenne, là je vais parler de manière plus générale, et l'Allemagne en particulier, je vous rappelle, sur la fin du mandat de Mme Merkel, était très tendu. Et malheureusement, M. Scholz a fait quasiment volte-face par rapport à ce qui a été pratiqué avec son prédécesseur. Et les bases américaines qui étaient en Allemagne, qui étaient pourtant, entre guillemets, pourvoyeurs d'une économie pouvant pallier les défaillances du système économique allemand, sont maintenant en Pologne, justement, pour pouvoir faire contrepoids et analyser l'Ukraine. Mais vous savez, le dossier ukrainien en Allemagne n'est pas neutre. Vous avez aussi le dossier américain où, ces derniers temps, le ministre de la Défense allemand a décidé, peut-être sous la pression, de choisir des solutions militaires américaines, des systèmes américains, pour équiper son armée qui est en plein doute actuellement. L'Allemagne doute et ce n'est pas bon pour la santé économique non seulement du pays, mais aussi de l'Europe tout entière, en tout cas de l'Union européenne pour être plus précis. Autre fait marquant, Manuel Buschle, c'est le président allemand, Steinmeier, qui a appelé la classe politique à la responsabilité. Le fait que le président fasse cette déclaration témoignerait-il, selon vous, justement, d'une réelle situation de crise? Et pensez-vous que c'est pour cela que Olaf Scholz a préféré organiser des élections anticipées, du moins parler d'élections anticipées? Pour l'instant, le choix de Olaf Scholz sur ces élections anticipées est une sorte de réponse au président allemand. Mais je vous rappelle que le président allemand, il n'a pas vraiment de rôle, on va dire, politique très important dans la gestion du pays, puisque c'est le chancelier qui est aux commandes. Mais le président allemand a aussi une profonde connaissance des dossiers de son pays, bien entendu. Et Olaf Scholz, si vous voulez, se retrouve confronté peut-être à ses propres contradictions, où il a voulu jouer, on va dire, au niveau politique, un élargissement ouvert à tous les pays, ou à tous les partis, excusez-moi, présents, et toutes les parties présentes, et finalement, on s'aperçoit qu'il aurait peut-être mieux fait de se recentrer sur certains sujets où il a une parfaite maîtrise, puisque certaines, entre guillemets, déviances de partis politiques, malheureusement, le confrontent aussi, dans sa politique, à ses propres contradictions. Et connaissant bien les Allemands, ils sont patients, mais dès qu'il s'agit de leur portefeuille, ils deviennent impatients, d'où la réaction de M. Scholz qui se faisait attendre en tout cas. On pourrait parler de quelles répercussions pour l'Europe quand on sait que l'Allemagne est la locomotive européenne? Oui, en fait, en Europe, vous avez un binôme. On a tendance à le comparer avec la France. Mais si l'Allemagne va pas bien, je vous rappelle que l'Allemagne est aussi détentrice de dettes de pays européens du Sud, notamment, qui avaient été instiguées en 2015. Et si l'Allemagne ne va pas bien, ce qui veut dire d'ailleurs ce qui est annoncé pour 2025, vous avez également le même cas de figure pour la France, qui est aussi son premier partenaire économique européen. Donc, cette situation très délicate que connaissent les Allemands, qui est l'inflation, mais je vous rappelle qu'aussi l'économie allemande est aussi très centrée sur l'industrie et les premiers clients des Allemands sont à l'étranger. Si vous m'interrogez peut-être sur le cas de l'industrie automobile... Oui, il y a une crise de l'automobile. Tout à fait. Alors la crise économique de l'automobile, notamment si vous pensez au cas de la marque Volkswagen, je vous ferai remarquer qu'il y a eu le Dieselgate dont on paye encore les contradictions au niveau des trucages et en même temps le passage à tout électrique est une logique industrielle qui ne plaît pas forcément aux clients. Et je vous ferai remarquer que les voitures allemandes sont devenues, tout comme d'autres voitures d'ailleurs, sont devenues hors de prix et se voient très concurrencées par une pénétration très importante des véhicules chinois sur le territoire européen, qui, malgré, on va dire, certaines tentatives d'embargo et de sanctions, vont finalement réussir à creuser leur présence sur le territoire européen. Je vous ferai remarquer que l'industrie automobile allemande, pour subsister, les constructeurs se sont regroupés. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle des consortiums, chose qui n'existait pas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, pour survivre,
parce que vous avez quand même pas mal de marques du paysage européen qui ont disparu, mais pour survivre, aujourd'hui, ils sont obligés de créer des alliances, parfois contre nature en tout cas. Comment expliquez-vous, Manuel Pouchelet, cette décadence? L'Allemagne serait, selon certains experts, au bord de l'effondrement. Est-ce qu'elle pourrait se relever et comment pourrait-elle se relever si elle est bel et bien au bord de cet effondrement? Alors vous savez, l'Allemagne a un handicap, c'est l'âge de la population qui vieillit. Vous avez également des partenaires qui sont essentiellement à l'étranger, qui aujourd'hui ne répondent plus. Et on parle d'une certaine forme de décadence de par une économie qui n'est pas suffisamment plurielle. L'économie allemande est principalement industrielle, où il y a très peu d'industrie de services. En revanche, ce que je peux aussi annoncer, c'est que l'Allemagne vise l'avenir, l'Allemagne veut consolider un avenir qui semble, on va dire, prometteur, avec des investissements très importants dans le secteur de l'intelligence artificielle, où, si vous voulez, les budgets consacrés aujourd'hui dépassent ceux de l'Inde, ce qui est un signal fort. Preuve en est que travailler sur ce secteur, d'ailleurs M. Poutine l'avait dit, celui qui maîtrisera l'intelligence artificielle maîtrisera le monde. Il avait déclaré ça dans les années 2018. Et force est de constater que les Allemands se cherchent encore des transitions, les erreurs. Vous parlez de situations économiques particulièrement délicates. Il y a aussi des choix stratégiques, comme notamment, par exemple, l'abandon de choix énergétiques. Je pense au nucléaire, où vous savez qu'en France, c'est de loin un des projets porteurs, on va dire, de devises. Et en Allemagne, ils ont décidé de cesser, mais sauf qu'ils n'avaient pas anticipé le blocage qui s'est passé, si vous voulez, avec la guerre en Ukraine et forcément le défaut d'approvisionnement en gaz russe qui était destiné à convertir ces centrales nucléaires en centrales de gaz pour l'énergie en tout cas. Faudrait-il, selon vous, miser dans ce cas sur les flux migratoires, peut-être pour rajeunir le pays? Vous savez, c'est une question très délicate en Allemagne, puisqu'ils ne vous le diront jamais. Moi, pour y avoir résidé pendant 10 ans, le flux migratoire, si vous voulez, il est très orienté. Il est orienté sur des métiers très peu payés. Et figurez-vous qu'avec la crise que nous connaissons actuellement en Allemagne, vous avez maintenant des Allemands qui gagnaient très bien leur vie, qui sont inscrits aux agences de France Travail, donc l'équivalent, ce qu'on appelle en Allemagne le Arbeitsamt. Donc c'est l'agence de reclassement où vous avez des personnes qui avaient de très bons statuts qui sont aujourd'hui condamnées à travailler avec très peu d'euros par jour, et s'ils le refusent, ils se voient rayer des listes et donc forcément dans un état financier très délicat. Vous savez, la migration en Europe est un sujet sensible. Madame Merkel avait accueilli beaucoup de réfugiés, mais quand vous interrogez aujourd'hui ces réfugiés, il y en a énormément qui quittent le pays, soit qui visent l'Angleterre, le Royaume-Uni, ou qui préfèrent, pour certains, puisque je pense notamment à certaines minorités qui ont été accueillies pendant les conflits, qui aujourd'hui repartent vers leur contrée. Je pense aux Kurdes ou je pense à d'autres minorités en tout cas. Merci beaucoup Manuel Pouchelet d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci madame, à vous. Merci pour votre invitation. Les supporters du club de foot sioniste Maccabi Tel Aviv ont semé le chaos dans le centre de la capitale néerlandaise Amsterdam à la suite d'un match qui a opposé leur équipe à l'Ajax en Ligue Europa jeudi soir. Les supporters sionistes ont arraché un drapeau palestinien, accroché à un bâtiment en s'adonnant par là même à des actes de vandalisme et de provocation extrêmement racistes. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux les montrent scandant des slogans hostiles aux musulmans et aux Palestiniens. Autre dossier, renforcement des relations sino-italiennes. Le président chinois Xi Jinping a reçu ce vendredi son homologue italien Sergio Mattarella au palais de l'Assemblée du peuple de Pékin. Les deux chefs d'État ont participé à une réunion bilatérale et à la signature d'accords bilatéraux, entre autres dans les domaines de la culture, du commerce et de la technologie.
Le monde d'aujourd'hui connaît de grands changements, sans précédent depuis un siècle. Et c'est pourquoi la Chine et l'Italie, en tant que pays issus de deux grandes civilisations anciennes, devraient être les partisans d'une communauté internationale qui résout les différends par le dialogue, surmonte les conflits par la collaboration et construit un monde meilleur, main dans la main. La Chine qui a d'ailleurs annoncé ce vendredi que le plafond de la dette des collectivités locales va être relevé de 6 000 milliards de yuan, soit 780 milliards d'euros, une mesure prise pour soutenir l'économie. Cette annonce a été faite à l'issue d'une importante réunion parlementaire à Pékin. L'établissement du limite d'endettement de 6 000 milliards de yuan pour remplacer les dettes cachées existantes des gouvernements locaux est une décision majeure prise par le comité central du parti après avoir pleinement pris en compte l'environnement de développement international et national, assuré le bon fonctionnement de l'économie et des finances, la dette réelle des gouvernements locaux et d'autres facteurs. C'est le point culminant d'une série de politiques progressives cette année. Le volcan Laki Laki est entré une nouvelle fois en éruption dans l'est de l'Indonésie, projetant une immense colonne de cendres dans le ciel et conduisant les autorités à élargir un périmètre de sécurité pour la population. Situé sur l'île touristique de Flores, il est entré en éruption plus d'une douzaine de fois cette semaine, tuant au total 9 personnes et faisant des dizaines de blessés. Les habitants dont les maisons se trouvent dans un rayon de 3 à 4 km doivent être relogés. 2 options s'offrent à eux. Soit ils déménagent dans les maisons fournies par le gouvernement, soit ils utilisent leur propre terrain, à condition qu'ils soient situés en dehors de la zone dangereuse. La production du lucratif safran rouge dans le nord de la Grèce a chuté de façon spectaculaire après des périodes de sécheresse d'une durée inhabituelle. Dans une vingtaine de villages de la région de Kozani, les habitants cultivent systématiquement le safran depuis le XVIIe siècle, le safran grec bénéficiant d'un statut d'appellation protégée au niveau de l'Union européenne. Dans le passé, il y a 10-12 ans, avant que je ne plante ce champ, il neigeait tôt en hiver, il neigeait régulièrement et le sol absorbait lentement l'eau. Aujourd'hui, il neige plus, il ne pleut plus, il n'a pas plu correctement depuis le mois de mai. Avant, ce champ me donnait plus d'1 kilo de safran rouge par acre, mais maintenant, les 9 acres de terre, ce champ combiné à un autre, me donne 3 kilos.
Si l'on considère l'ensemble des champs, on constate que peu à peu, chaque année, la production se dégrade en général. Pour nous, les fleurs crocus de safran ont fleuri, mais la fleur n'est pas très grande. Nous ne gardons que cela de la fleur. Et bien sûr, les autres années, c'est 3 fois plus grand. Une fois séché, il devient encore plus fin, comme un fil de cheveux, et se brisera. Il est donc très difficile d'en récolter des kilos. Depuis 2017, nous constatons que les quantités annuelles produites diminuent chaque année. En 2017, avec le même nombre d'acres et de terres, nous avons produit 3 tonnes et 800 kg, alors que l'année dernière, pour les mêmes acres de terre, nous avions à peine 1 tonne et 100 kg. C'est sur ces images que nous nous quittons ce soir. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi ce journal. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou en scannant le QR-code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Restez branchés avec nous. Au revoir, à demain.